Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire consacré ce jour à la vie d'un dossier de maladie professionnelle. On poursuit l'exploration des risques professionnels après la vie d'un dossier accident du travail la semaine dernière. Nous allons maintenant explorer le volet des maladies professionnelles. Donc, nous espérons avec ce webinaire répondre à un maximum de vos interrogations sur un sujet complexe. Alors avant de commencer, une petite mise au point technique. Donc sachez que votre micro et votre caméra ne seront pas activés, mais normalement tout fonctionne correctement au niveau du son et de l'image. Si toutefois vous nous entendez difficilement, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans l'onglet Discussion. Au niveau du timing, donc ce webinaire va durer environ 45 minutes avec une présentation de 30 minutes et les 15 dernières minutes qui seront consacrées à la fin du webinaire pour répondre à vos questions et dans la zone QR. Alors, on insiste bien sur cette zone QR pour pouvoir identifier toutes vos questions posées. Et bien sûr, on ne répondra qu'à des questions d'ordre général, hein. Aucun cas particulier ne va être évoqué aujourd'hui. Pour information, on va essayer d'apporter un maximum de réponses à la fin du webinaire sous un format de chat, mais pas d'inquiétude, hein, si jamais nous n'avons pas le temps de répondre à toutes vos questions, nous vous transmettrons les réponses par mail au moment de vous envoyer le support. Alors, pour les présentations, donc, je suis Bénédicte, chargée de la relation entreprise à la CPM de l'île Douai. Et bonjour à tous. Pour ma part, je suis Johan. Moi aussi, je suis chargé de la relation entreprise à la caisse primaire de l'île Douai. Et donc, nous avons notre modérateur aujourd'hui. Eh bien, bonjour à tous, je suis Guillaume, chargé de la relation entreprise également à la CEPAM de l'Idoué. Bon webinaire à vous et j'attends avec impatience vos questions. Merci Guillaume. Alors, sans plus attendre, nous passons au sommaire du jour qui s'annonce chargé. Donc, en point 1, nous allons voir la maladie professionnelle, définition et les enjeux. En point 2, l'instruction d'un dossier de maladie professionnelle. En point 3, le cas spécifique des maladies hors tableau. En point 4, les suites d'une maladie professionnelle. Et enfin, nous terminerons par l'indemnisation d'un dossier de maladie professionnelle. Commençons par la définition de la maladie professionnelle et bien sûr, revoyons ensemble quelques éléments de contexte. Dis-moi, Joanne, tu peux nous éclairer sur la définition d'une maladie professionnelle? Alors oui, Bénédicte, tel que c'est défini dans le Code de la sécurité sociale, en fait, une maladie professionnelle est la conséquence d'une exposition prolongée d'un salarié à différents risques. Donc cela peut être soit un risque physique, psychique, chimique ou biologique, donc dans l'exercice habituel de sa profession. Et voilà, donc du coup, cette maladie peut apparaître suite à ces expositions. Donc toute maladie qui va figurer dans les tableaux des maladies professionnelles et qui est contractée dans les conditions qui sont mentionnées dans ces tableaux, en fait, va être présumée d'origine professionnelle. Après, lorsqu'il n'existe pas de tableau ou qu'il manque l'un des critères dans ces tableaux, en fait, il est quand même possible de faire reconnaître une maladie professionnelle au cas par cas. Et dans ce cas-là, on rentre dans le cadre des maladies hors tableau, ce que nous verrons en détail par la suite. Alors, peux-tu me dire, Bénédicte, quel est le public qui est concerné par ces demandes de maladies professionnelles? Oui, bien sûr, Joanne. Alors, comme en accident du travail, hein, chaque salarié du régime général est couvert au risque accident du travail et maladie professionnelle, hein, dès lors que le contrat démarre. Bien sûr, hein, voilà, c'est la législation. Euh, on parle bien sûr des fonctionnaires et aussi des régimes spéciaux, donc comme la SNCF par exemple, ou EDF, GRDF, qui sont également couverts par ce risque maladie professionnelle. Et pour les travailleurs indépendants, la souscription à une assurance volontaire est nécessaire. C'est-à-dire que les montants calculés vont être en fonction du revenu annuel qui, eux, sont déclarés. Alors, peux-tu m'éclairer sur la notion de présomption d'imputabilité, s'il te plaît, Bénédicte? Oui, Joanne. Alors, comme en accident du travail, pour la maladie professionnelle, la notion de présomption d'imputabilité va s'appliquer. Donc, si un salarié habituellement exposé à un risque pris en compte par un tableau est victime d'une maladie qui remplit tous les critères exigés par ce tableau, eh bien, cette maladie est présumée d'origine professionnelle. Donc, le salarié n'a donc pas à prouver qu'il existe un lien entre cette maladie et son travail. Par contre, en cas de contestation de ce caractère professionnel de la maladie,
Il va appartenir à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'MSA, hein, selon le régime auquel est rattaché le salarié. Donc MSA, c'est le régime agricole, ou à l'employeur, hein, vous-même, de prouver que celle-ci est due à une cause totalement étrangère au travail. Alors, le système de reconnaissance des maladies professionnelles tel qu'il existe en France et qu'il est appliqué est celui des tableaux. Donc, ce système s'est mis en place à partir de 1946 pour tous les salariés du régime général. Et au fil du temps, il s'est enrichi suite à des négociations entre les différents représentants des branches professionnelles, les partenaires sociaux, la Caisse nationale d'assurance maladie, mais également aussi grâce à l'évolution des découvertes médicales. Donc, à ce jour, 102 tableaux sont reconnus par les caisses primaires d'assurance maladie. Et cette liste de tableaux, elle est disponible sur le site de l'INRS, donc le site qui fait autorité pour la reconnaissance. Donc, c'est l'Institut national de recherche et de sécurité. Et ce lien vers le site de l'INRS vous sera transmis à l'issue de la présentation avec le support. Donc, dans les derniers tableaux qui ont été intégrés, on va dire, il y a le tableau 100, donc, dont vous avez peut-être entendu parler, qui concernait l'infection au SARS-CoV-2, donc le Covid-19. Donc ça, c'était en septembre 2020. Et le tout dernier, c'est le tableau 102, qui concerne le cancer de la prostate provoqué par les pesticides. Voilà. Donc voici quelques chiffres qui sont issus de ce que Joanne vous explique, hein, sur le site de l'INRS, pour vous permettre d'apprécier le nombre de maladies professionnelles à l'échelle du pays. Ce qui explique également, hein, que vous avez sans doute été confronté à ce type de situation. Alors, on prend les chiffres de l'année 2022. Donc, pour les maladies professionnelles, ont été reconnues 44 217 maladies professionnelles. Donc, il y a une diminution par rapport à l'année 2021. Donc, ça a une diminution de 6,4% environ. Ça fait environ moins 3 000 dossiers par rapport à l'année précédente. Au niveau des TMS, donc les troubles musculo-squelettiques, elles, par contre, représentent la grande majorité de ces sinistres, donc avec 38 286 dossiers qui ont été pris en charge. Donc, ça représente environ 87%. Et le dernier chiffre qu'on vous apporte, donc, c'est le chiffre 1814 qui représente le nombre de maladies professionnelles qui vont relever de maladies psychiques. Donc ça, c'est un chiffre, par contre, en augmentation régulière depuis 10 ans. Alors, après ces quelques éléments de contexte, on va maintenant passer aux différentes étapes de l'instruction d'un dossier de maladie professionnelle et les différentes slides qui vont suivre vont être consacrées aux éléments spécifiques pour vous présenter cette phase d'instruction. Alors, pour démarrer l'instruction d'un dossier de maladie professionnelle, plusieurs pièces sont obligatoires. Vous avez tout d'abord le CERFA de déclaration de maladie professionnelle, hein, donc un imprimé vert qui doit être complété par l'assuré ou alors par ses ayants droit si jamais l'assuré est malheureusement décédé, et surtout pas par l'employeur ni par le médecin. Sinon, le formulaire sera considéré comme irrecevable. Vous avez également en deuxième pièce le certificat médical initial, lui aussi qui peut être fait sur un imprimé cerfatisé ou alors sur papier libre avec identification évidemment du médecin. Et quand c'est sur papier libre, il doit bien sûr mentionner clairement le lien entre la pathologie et l'activité professionnelle. Et ensuite, vous avez pour certaines pathologies un compte-rendu d'examen qui est nécessaire, donc, comme par exemple pour les maladies professionnelles du tableau 57, comme pour les épaules, vous avez besoin d'un compte-rendu d'IRM ou d'arthroscanner. Et pour d'autres pathologies, ça peut être un compte-rendu spécialisé. Donc là, comme on le précise, c'est bien à la réception des 3 pièces que le délai d'instruction va commencer à démarrer. Alors, je viens de vous évoquer brièvement la notion de date de première constatation médicale. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une date qui est très importante et c'est la date que va mentionner le médecin traitant ou le médecin spécialiste qui va examiner le salarié qui souffre d'une pathologie qui est potentiellement liée à son travail. Donc, cette date, elle peut ensuite être révisée ou non par médecin conseil à la réception du dossier complet en fonction des éléments qui vont figurer dans le dossier médical de l'assuré. Donc, par exemple, s'il a eu des arrêts maladie antérieurs
à sa consultation chez son médecin spécialiste qui déclare la pathologie. Et donc, il va faire le lien entre ces arrêts maladie antérieurs et cette éventuelle maladie professionnelle. Il faut savoir également que depuis 2018, cette date de première constatation médicale est retenue comme point de départ de l'indemnisation pour vos salariés dans la limite de 2 ans qui vont précéder le dépôt du formulaire vert dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, concernant la concertation médico-administrative, donc le traitement des maladies professionnelles relève d'un échange qui est privilégié entre le service des risques professionnels et le service médical. Alors, contrairement à un accident du travail, pour lesquels le service des risques professionnels ne sollicite pas le service médical ou que de manière très ponctuelle. Donc, les échanges entre le service administratif et le service médical vont se faire par un applicatif qui est dédié. Donc, auparavant, c'était sur une fiche format papier qui faisait la navette entre les deux services. Et la synthèse de ces échanges va se retrouver dans le dossier qui est mis en consultation pour vous, employeur, et également pour votre salarié. Et ça sous format, bien sûr, d'une fiche que l'on va vous expliquer dans la slide suivante. Voici donc la fiche de concertation médico-administrative que vous pouvez apercevoir. Et bien sûr, nous avons volontairement bien caché les informations pour des raisons de confidentialité. Donc, Joanne, si tu veux Oui, alors comme vous dire pouvez le plus. voir, il y a différentes rubriques et en fonction de l'instruction du dossier, de l'avancement des différentes phases, en fait, chaque partie, que ce soit le service administratif et le service médical, va procéder à des échanges et compléter les différentes rubriques jusqu'à la partie que vous voyez tout en bas donc qui s'intitule Résumé provisoire avant consultation et qui va fixer soit la prise en charge, soit le rejet, soit éventuellement une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Alors, dis-moi, Joanne, quelles sont les obligations du salarié en cas de maladie professionnelle? Alors, Bénédicte, en fait, en maladie professionnelle, le point de départ de la démarche de la reconnaissance incombe exclusivement au salarié. C'est bien à lui, comme je l'ai précisé tout à l'heure, d'établir la déclaration de maladie professionnelle, ou alors à ses ayants droit si malheureusement il est décédé, et donc d'aller voir son médecin s'il soupçonne éventuellement un lien entre une pathologie qu'il déclare et son activité professionnelle. Ce dernier va compléter le certificat médical initial et pourra éventuellement l'orienter dans ses démarches. Et il faut savoir également, point très important, que l'assuré dispose de 2 ans à compter de l'établissement de ce certificat médical pour faire parvenir sa déclaration à sa CPAM de rattachement. Et concernant les obligations de l'employeur, Joanne, quelles sont-elles? Alors, vous aussi, vous avez des obligations, comme vous vous en doutez bien. Donc, vous avez donc à la réception du courrier de la caisse primaire qui vous informe qu'un dossier de maladie professionnelle est en cours a été déposé par votre salarié. En fait, vous allez devoir vous connecter via le portail questionnaire risque professionnel en ligne pour compléter le questionnaire qui est lié à la pathologie déclarée ou aux pathologies qui ont été éventuellement détectées. Et donc, sans réponse de votre part, le dossier sera étudié en fait avec les seuls éléments que fournira le salarié dans son propre questionnaire. Et en cas d'arrêt de travail, évidemment, vous devez transmettre une attestation de salaire, soit par un signalement DSN ou par Net Entreprise. Mais ça, je pense que vous connaissez le principe. Et on va terminer au niveau des obligations par celle de la caisse primaire. Peux-tu me rappeler nos obligations, Bénédicte? Oui, tout à fait, Joanne. Alors, la caisse primaire d'assurance maladie doit effectivement respecter un délai d'instruction qui est de 120 jours si la maladie professionnelle est dans le cadre des tableaux et 120 jours supplémentaires si le dossier est envoyé au C2RMP. Donc, si la maladie professionnelle est hors tableau ou que la maladie professionnelle est dans un tableau mais avec des conditions non remplies, voilà, ça peut effectivement ajouter ce délai d'instruction. Bien sûr, si le délai n'est pas respecté, eh bien, le sinistre n'est pas imputé à votre compte accident de travail, maladie professionnelle, le compte ATMP. Donc là, vous n'aurez pas de pénalité. Concernant la maladie professionnelle, donc
il y a une investigation automatique qui se fait par QRP, donc comme Joanne vient de vous l'expliquer. Donc, pour certaines pathologies, c'est juste une obligation, hein. L'enquêteur est obligé de passer par là pour que vous puissiez répondre à ces interrogations. Donc, il y a généralement une étude de poste, hein, qui se fait également et, si besoin, une visite, hein, de l'enquêteur en entreprise. Et bien sûr, la caisse primaire, hein, va informer les parties tout au long de l'instruction du dossier par courrier postal et bien sûr, va vous transmettre notamment votre volet 4 de la déclaration de maladie professionnelle. Alors là, on vous a mis une petite slide qui récapitule un peu tout ce processus, hein. Donc, comme vous pouvez le constater en maladie professionnelle, le processus est plus long et plus complexe qu'en accident du travail. Donc, au niveau des délais, vous avez bien 120 jours pour la première phase, on va dire si on est dans le cadre strict des tableaux. Et ensuite, vous rajoutez un délai supplémentaire de 120 jours en cas de transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Et surtout, on vous rappelle également qu'à chaque fois qu'un courrier de notification vous est adressé, donc que ce soit en cas d'accord ou de rejet, eh bien, vous disposez de voies de recours, donc qu'elles soient administratives ou médicales, et évidemment, le motif vous est précisé sur le courrier. Donc, sur le schéma précédent, il était fait mention de maladie professionnelle hors tableau. Donc, voyons donc maintenant le détail de cette notion et la gestion qui en découle. Alors, peux-tu m'expliquer ce qu'est une maladie hors tableau, Joanne? Alors en fait, c'est une maladie qui ne va pas rentrer dans le cadre strict des tableaux tels qu'ils sont définis dans le Code de la sécurité sociale, donc depuis 1946. C'est un système complémentaire qui s'est mis en place depuis une trentaine d'années, donc depuis 1993, pour atténuer un peu en fait, l'effet couperet des tableaux de maladies professionnelles. Donc en fait, vous avez deux cas de figure possibles pour rentrer dans le cadre d'une MP hors tableau. Donc, soit c'est une maladie qui figure dans un tableau, mais une ou plusieurs conditions du tableau ne sont pas remplies, et donc, dans ce cas-là, on transmet au comité. Soit la maladie professionnelle n'est pas d'emblée désignée dans un tableau, mais elle a provoqué le décès de l'assuré, ou alors elle est estimée avec un taux d'incapacité permanente partielle au moins égal à 25%. Et donc, dans ce cas-là, elle est transmise également à ce fameux comité. Et donc, cette fixation du taux d'incapacité permanente, elle est effectuée par le médecin conseil pour une éventuelle transmission. Donc, voyons ensemble le cas concret du burn-out, qui est une maladie professionnelle hors tableau et qui est de plus en plus fréquent. Effectivement, Bénédicte. Alors, le burn-out, ça va désigner quoi? C'est un phénomène d'épuisement professionnel qui relève des troubles psychiques. Donc, c'est un état de fatigue physique et émotionnelle qui est provoqué par une accumulation de maladies, de stress au travail, pardon. Donc, ces maladies qui sont dites psychiques sont vraiment en croissance de ces dernières années, alors même que le nombre de maladies professionnelles au global diminue légèrement depuis 2021. Donc, on a ainsi une hausse de la reconnaissance pour les dépressions, pour les troubles anxieux et pour les états de stress post-traumatique. On est à peu près à 10% de hausse pour chacune de ces catégories. Donc, à noter que pour être reconnu comme maladie professionnelle, donc le syndrome d'épuisement professionnel doit être caractérisé bien par un taux d'incapacité, comme je vous l'ai évoqué, de 25% ou plus, et que le lien direct et essentiel entre cette pathologie et le travail doit être établi par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Et à ce jour, même s'il y a beaucoup de débats là-dessus, pour l'instant, le burn-out ne figure pas en tant que tel dans les tableaux de MP qui figurent sur le site de l'INRS. Et justement, Joanne, tu viens d'évoquer le C2RMP. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que c'est? Alors oui, Bénédicte, en fait, c'est une instance extérieure aux caisses primaires qui est en fait un comité de médecins experts, donc qui est composé soit de 2 ou 3 membres en fonction des pathologies qui sont étudiées. Donc vous avez un médecin conseil régional, un médecin inspecteur du travail et un praticien hospitalier qui est qualifié en pathologie professionnelle.
Et donc, l'avis qui est rendu par ce comité va s'imposer à l'organisme de sécurité sociale qui va le solliciter pour le salarié en question. Et peux-tu m'expliquer, Joanne, comment ça se passe au recours au C2RMP? Alors oui, Bénédicte, je vais essayer d'être synthétique et assez clair parce que c'est une phase d'instruction qui est souvent mal comprise par les employeurs comme par les salariés parce que assez particulière. Donc en fait, ce comité, à partir du moment où il va recevoir le dossier qui est transmis par une caisse, va disposer d'un délai de 120 jours, une fois la première période donc, qui est expirée, pour rendre un avis sur le lien direct, ou alors le lien direct est essentiel pour les pathologies qui relèvent de l'alinéa 7, donc c'est typiquement ce dont on a parlé avant pour les burn-out. Donc c'est bien le lien entre la pathologie et le travail. Donc ce collège d'experts, il n'est pas tenu d'examiner et de respecter les conditions au sens strict des tableaux tels qu'ils sont définis par l'INRS, et il va pouvoir étudier en fait l'ensemble de la carrière du salarié. Et en fonction des éléments qui sont présents dans le dossier, il va établir si la pathologie a un lien suffisant avec le travail. Alors en ce qui concerne l'instruction, voilà, une fois que la caisse primaire va vous informer de la transmission du dossier au C2RMP, la caisse va préciser en fait aux salariés et à l'employeur les différentes dates d'ouverture de la période d'enrichissement du dossier pour ce comité. Cette période, en fait, va permettre à chacun de compléter le dossier qui sera examiné avec tous les éléments que chaque partie va souhaiter porter à sa connaissance. Donc là, en fait, il y a deux étapes. Un premier délai de 30 jours qui permet aux salariés comme à l'employeur de consulter le dossier, mais également d'ajouter des éléments qui n'y figureraient pas encore. Et la caisse primaire peut également ajouter dans ce délai tout complément d'investigation, donc effectué éventuellement par les enquêteurs, pour permettre au C2RMP de prendre sa décision. Et ensuite, vous avez un deuxième délai de 10 jours dans lequel en fait le dossier va rester accessible en consultation pour le demandeur et pour l'employeur, et avec la possibilité pour chacune des parties de formuler des observations. Mais l'ajout de pièces ne sera plus possible pendant cette phase de 10 jours. Donc sur la base du dossier qui est constitué par la CEPAM. Merci, Joanne. Voilà pour cette phase un peu complexe. Et pour terminer cette partie, passons maintenant à la phase de décision. Donc, en sachant que ce comité doit rendre son avis au plus tard dans les 110 jours après la saisine. Donc, ça représente environ 70 jours après la fin de l'enrichissement du dossier. Donc, elle doit rendre la décision à la CPM de rattachement du salarié. Et bien sûr, cet avis s'impose à la CPM. Et donc, la caisse primaire doit notifier rapidement la décision donc, qui a été prise, l'accord ou le rejet pour rester dans les délais impartis, les 120 jours que l'on vous a expliqués. Et ce délai de contestation, enfin, il y a un délai de contestation qui est possible, qui est de 2 mois à compter la notification qui a été reçue. Donc la contestation va être examinée par la commission de recours amiable avant examen par un autre comité, un autre C2RMP. Voilà, vous retrouverez tous ces éléments sur la slide qu'on vous a présentée tout à l'heure avec les différents délais. Comme ça, ce sera peut-être plus éclairant pour vous une fois que vous aurez le support entre les mains. Alors maintenant, une fois qu'on a évoqué toute cette instruction, que le dossier a été pris en charge ou rejeté, on va maintenant voir les suites d'un dossier de maladie professionnelle. Alors, avant de passer, juste, on va faire un petit résumé sur le délai total pour une reconnaissance. Est-ce que tu peux me les rappeler, s'il te plaît, Oui, Bénédicte? Joanne, on va faire un résumé, exactement. Donc, si la maladie professionnelle figure dans un tableau, eh bien, nous sommes à un délai de 120 jours à compter la réception des documents, donc tous les documents que Joanne a expliqués tout à l'heure, c'est-à-dire le certificat médical initial, donc la demande de maladie professionnelle, ou la demande de maladie professionnelle avec les comptes rendus d'examen complémentaires. Si par contre la maladie professionnelle figure dans un tableau où la maladie est hors tableau, eh bien là s'ajoute un délai supplémentaire de 120 jours pour une étude, comme on l'a vu, au C2RMP par le comité que Joanne a expliqué
Très bien expliqué d'ailleurs. Et donc, ça fait 240 jours au total si ce délai est rajouté. Et si le délai n'est pas respecté par la caisse primaire d'assurance maladie, on l'a dit tout à l'heure également, mais il n'y aura pas d'imputation de sinistre sur votre compte AT-MP. Donc, comme un accident du travail, eh bien, un dossier peut continuer de vivre et d'évoluer au fil du temps et au gré des différents événements qui peuvent affecter la santé de vos salariés. Eh bien, nous allons voir ensemble sur les slides suivantes justement ce qui peut se passer. Alors, en cas de nouvelles lésions, Joanne, comment ça se passe? Alors, la nouvelle lésion, c'est possible en maladie professionnelle comme en AT, même si en maladie professionnelle, c'est beaucoup moins fréquent. Donc, alors, comment ça se passe? En fait, vous allez recevoir un certificat médical de nouvelle lésion et donc l'avis du médecin conseil va être demandé. Et donc, la caisse primaire a notifié au patient, au salarié, pardon, l'accord ou le refus de prise en charge de la lésion nouvelle en lien éventuellement avec la maladie professionnelle. Donc, vous, en tant qu'employeur, vous êtes informé de l'ouverture de la procédure par l'envoi d'une copie de ce certificat et vous pourrez éventuellement formuler des réserves à l'attention du médecin conseil dans un délai de 10 jours qui suivent la réception de ce document. Et ensuite, en fait, la caisse primaire va disposer de 60 jours pour établir le lien éventuel entre cette nouvelle lésion et la maladie professionnelle à compter de la réception du certificat médical qui en fait état. Donc, pareil pour la rechute, ce délai est également de 60 jours. Donc voilà, je viens de parler un peu de rechute, Bénédicte. Est-ce que tu peux m'éclairer un peu plus sur cette notion? Oui, bien sûr, Joanne. Alors après la guérison ou la consolidation d'une maladie professionnelle, une rechute peut nécessiter un traitement médical et éventuellement un arrêt de travail. Alors cette rechute suppose un fait nouveau, c'est-à-dire que c'est soit une aggravation de la lésion qui était initiale, ou soit l'apparition d'une nouvelle lésion résultant toujours de cette maladie professionnelle. Alors on rappelle qu'elle peut intervenir qu'après une guérison ou une consolidation et qu'à l'issue de la période de rechute, le médecin va établir un nouveau certificat médical final fixant une nouvelle date de guérison ou de consolidation. Et bien sûr, en tant qu'employeur, vous allez recevoir une notification par courrier. Alors, peux-tu me dire justement à quoi sert ce certificat médical final, Bénédicte? Oui, alors à l'issue de la période de soins et éventuellement de l'arrêt de travail, le médecin va établir un certificat médical final, comme on vient de le dire, qui va indiquer les conséquences de la maladie professionnelle. Alors, il y a certificat médical final de guérison qui lui est établi par le médecin traitant. Donc la guérison, elle peut être aussi prononcée par un médecin conseil s'il estime qu'il y a une nouvelle séquelle et le certificat médical final de consolidation qui lui est proposé par le médecin traitant et validé par le médecin conseil. Donc la consolidation, elle peut aussi être fixée directement par le médecin conseil, c'est voilà, selon certaines pathologies. Et c'est lorsque les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, et avec des séquelles entraînant une incapacité permanente. Et dans les deux cas, on n'oublie pas, une rechute ultérieure est toujours possible. Alors après la consolidation, si votre salarié reste atteint d'une incapacité permanente, donc consécutive à sa maladie professionnelle, il peut percevoir une indemnité en capital ou une rente selon le taux d'incapacité permanente qui a été fixé. Et tu peux m'expliquer ce qu'est le taux d'incapacité permanente, Joanne? Oui, Bénédicte. Alors, ce taux d'incapacité, en fait, va tenir compte de la nature de l'infirmité de votre salarié, de son état général, de son âge, de ses aptitudes et de ses qualifications professionnelles. Alors, la caisse primaire d'assurance maladie dont dépend votre salarié va l'informer par lettre recommandée de son taux d'incapacité permanente et du montant qui lui sera versé. Ce sera soit une indemnité en capital ou alors une rente d'incapacité permanente. Et votre salarié aura alors 2 mois pour contester cette décision auprès du tribunal du contentieux de l'incapacité. Alors pourquoi soit un capital, soit une rente? En fait, c'est en fonction
de la hauteur du taux qui est défini par le médecin conseil. Donc, soit ce taux, il est inférieur à 10%, et donc votre salarié va percevoir une indemnité en capital dont le montant est forfaitaire, qui est fixé par décret et qui est variable en fonction de la pathologie et des différents critères qu'on vous a donnés tout à l'heure. Soit ce montant va être supérieur à 10%, et donc du coup, là, votre salarié va percevoir une rente dont le montant est fonction de son salaire et qui est versé chaque trimestre et qui pourra être revalorisé au fil du temps. Alors justement, on parlait d'indemnisation, on va voir un peu plus en détail cette partie maintenant. Est-ce que tu peux m'éclairer un peu sur l'indemnité journalière justement au risque maladie professionnelle? S'il te plaît, Oui, Denis. Joanne, c'est vrai qu'on nous pose très souvent la question entre l'accident de travail, du travail et la maladie professionnelle. Eh bien, si la maladie professionnelle est reconnue, comme l'assuré est indemnisé sur une base de maladie pendant toute la durée de l'instruction par nos services des indemnités journalières, eh bien, ils vont pouvoir reprendre les IJ et à partir de la date de la première constatation médicale pour effectuer la régularisation du dossier, donc de passer au risque maladie en passant cette fois en indemnisant au risque maladie professionnelle. Tout ça, bien sûr, dans la limite des 2 ans à compter de la date de la réception de la déclaration de la maladie professionnelle. Concernant le montant des IJ, donc il est égal à 60% du salaire brut pendant les 28 premiers jours de l'arrêt de travail. Donc il y a un plafond, hein, vous savez, hein, chaque année qui est réévalué. Donc là, au 1er janvier 2024, le plafond est à 232,03 euros par jour. Et à partir du 29e jour d'indemnisation, eh bien, ce montant va changer et il est à peu près égal à 80% du salaire brut. Généralement, ça va représenter un peu plus proche du salaire net. Et ce plafond, au 1er janvier 2024, est de 309,37 € par jour. Donc les plafonds se retrouvent sur le site Amélie. Donc n'hésitez pas si vous voulez les consulter, aussi bien pour la maladie professionnelle que pour les autres risques. Alors, peux-tu me dire ce que doit faire justement l'employeur à la réception d'un arrêt de travail lié à une maladie professionnelle, Bénédicte? Eh bien, Joanne, dès réception d'un arrêt de travail, en tant qu'employeur, hein, vous devez établir une attestation de salaire au risque accident du travail, maladie professionnelle. Alors, soit par un événement d'arrêt de travail sur votre logiciel de paie en DSN. Bien sûr, si vous avez un historique suffisant de DSN mensuel, et on le rappelle, hein, pour ce risque accident de travail, maladie professionnelle, il est de 12 mois. Sinon, si votre logiciel ne vous le permet pas, eh bien, vous pouvez passer par le service des attestations de salaire de votre portail Net Entreprise. Alors, après l'envoi de votre signalement d'arrêt ou de l'attestation par Net Entreprise, surtout, hein, il est bien important de contrôler les comptes rendus métiers que l'on vous transmet et votre tableau de bord directement sur votre logiciel ou sur le service dédié sur Net Entreprise DSN régime général. Il est très important, on le rappelle très souvent dans nos interventions, mais il est important de pouvoir contrôler les comptes rendus et les tableaux de bord pour voir si tout s'est bien passé au niveau de l'envoi et la réception, surtout du traitement. Et pour la partie de saisie étape par étape sur notre entreprise, Joanne, que faut-il indiquer sur les salaires de référence? Alors, concernant la saisie d'attestation de salaire sur Net Entreprise, il faut bien indiquer le montant brut perçu hors prime. On insiste bien là-dessus, c'est hors prime, qui sont indiqués dans un onglet dédié à l'étape suivante, ainsi que la part salariale des 21% qui s'applique sur le salaire brut. Et on rappelle bien aussi que cette étape est à faire par vous-même. Net Entreprise ne va pas vous calculer la part des 21% dans l'applicatif. Alors maintenant, on a évoqué déjà un peu les primes. Est-ce que tu peux m'en dire plus, Bénédicte? Oui, bien sûr, Joanne. Donc pour cette étape des primes hein, et des gratifications qui sont soumises à cotisation et versées au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt, ils vont se rapporter également à une période différente que celle que vous avez déclarée dans le mois de référence. Eh bien, vous allez indiquer les périodes auxquelles elles se rapportent avec, effectivement, ne pas oublier chaque part salariale correspondante, sans oublier également le taux forfaitaire hein, de 21% pour les parts salariales. Ça a l'air un petit peu complexe comme cela, mais ne vous inquiétez pas, si vous complétez vos attestations par notre entreprise, vous avez toujours une petite rubrique aide. Donc n'hésitez pas à la consulter pour vous aider.
Eh bien, en fait, là, ça y est, on arrive à la fin de cette présentation. Donc, avant de passer aux réponses à vos questions, on vous propose de retrouver ici quelques coordonnées utiles et différents liens. Vous connaissez peut-être certains d'entre eux, hein. Donc, vous retrouvez l'outline Net Entreprise pour tout ce qui concerne vos habilitations au 0800 6 800 700. Pour vos réclamations sur des dossiers spécifiques, le 3679, et ensuite différents liens, donc amélie.fr, rubrique entreprise pour la législation, des MOOC de formation sur Net Entreprise, la base de connaissances, et le site de l'INRS dont je vous ai parlé tout à l'heure pour retrouver la liste et les différentes conditions des tableaux de maladies professionnelles. N'oubliez pas également que si vous avez besoin d'un accompagnement concernant la réglementation, vos DSN, vos espaces, vos portails net entreprise, vos habilitations, voilà, n'hésitez pas, on est là également pour vous aider. On vous a remis notre mail générique. On se retrouve également le 18 avril, donc très vite, pour un flash actu sur le compte entreprise, donc le 18 avril à 10 heures. Donc on vous remettra le lien également si jamais vous n'avez pas eu l'invitation, vous n'avez pas eu le temps de vous inscrire. Alors, n'oubliez pas également de revoir les replays qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube de la CPM de l'île Douai, ainsi que nos publications sur le compte LinkedIn de la Caisse primaire de l'île Douai, avec nos dates de webinaire et toutes les dernières actus de la Caisse qui sont très enrichissantes. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Voilà. Alors, on passe maintenant à la réponse à vos questions donc en format chat. Donc, n'hésitez pas à poser dans la zone QR. Et on vous souhaite une très belle journée. À très vite et prenez soin de vous. Oui, à très bientôt. Bonne journée.